Et on continue avec l'exercice 5.3, qui est un exercice sur les palindromes, et qui va nous faire travailler avec des chaînes de caractères. Alors juste un mot rapide sur les chaînes de caractères. Ce sont des séquences, hein, c'est-à-dire ce sont des structures de données qui sont définies par un agencement ordonnancé des données, on les met dans un certain ordre. Et ces données ici sont des caractères. Qu'est-ce que c'est un caractère? Un caractère, c'est un symbole, c'est une lettre, si vous voulez, et donc vous allez pouvoir avoir des chaînes de caractères qui sont des séquences de lettres ou des séquences de symboles. Comme ce sont des séquences, on va pouvoir utiliser l'itération et écrire forcer in S. Et forcer in S, ça va nous faire parcourir l'intégralité de la chaîne de caractères, caractère par caractère. Et donc on va prendre une phrase, un mot, un texte, et lettre par lettre, et quand je dis lettre, c'est au sens large, hein, ce sont les caractères UTF-8, donc ça peut être des chiffres ou des symboles, ou même l'espace, l'espacement, le pourcentage, ce genre de choses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter un même calcul pour chaque caractère d'une chaîne de caractères. Et bien sûr, à chaque étape de l'itération, ici, la variable d'itération C sera utilisée pour stocker la valeur du caractère courant. Donc on va parcourir une chaîne S, et à chaque caractère de la chaîne S, on va mettre ce caractère dans C, on va pouvoir faire quelque chose avec C dans cette chose-là. Si la chaîne est vide, on fera aucun tour. Si la chaîne est non vide, on fera un tour pour chaque caractère de la chaîne, et on s'arrêtera quand on les aura tous faits. Ça va nous permettre de faire plein de choses, de chercher des choses dans des chaînes, chercher des motifs, construire des chaînes, filtrer des chaînes, transformer des chaînes. Et là, on a un premier exercice qui est un petit peu subtil, vous allez le voir, qui est le fait de reconnaître des palindromes. Alors, un palindrome, c'est une chaîne qu'on lit de la même manière, de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que lorsqu'on a une chaîne de caractères, lorsqu'on lit les caractères dans l'ordre, et lire au sens les regarder et les comparer, lorsqu'on lit de la gauche vers la droite, on obtient le même mot que lorsqu'on lit de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui, quand on la renverse, donne la même chaîne. Alors, bien sûr, vous connaissez des palindromes célèbres, hein, le célèbre protocole de détection radar est un palindrome, hein, puisque RADAR, RADAR, le célèbre moyen de locomotion kayak en est un aussi, la célèbre ville des Vosges, Senon, ça marche aussi, S-E-N-O-N-E-S, S-E-N-O-N-E-S, le célèbre groupe de musique ABBA aussi, des prénoms comme Eve par exemple, pardon, Eva ça marche pas évidemment, Eve est un palindrome, Anna est un palindrome aussi, et puis le super célèbre est lu par cette crapule, L-U-P-A-R-C-E-T-T-E, C-R-A-P-U-L-E, L-U-P-A-R-C-E-T-T-E, C-R-A-P-U-L-E. Bon, voilà. Donc, tout un tas de mots palindromes. Et puis évidemment, vous pouvez aussi prendre des choses avec des chiffres. Hein. Vous pouvez avoir le nombre 1, 3, 3, 1 par exemple, qui se lit de la même manière des deux côtés, ou le nombre 8, qui se lit de la même manière des deux côtés. Hein. C'est le cas aussi du mot A. S'il n'y a qu'une seule lettre, c'est un palindrome. Puisque quand on lit de la gauche vers la droite, ça fait la même chose que quand on lit de la droite vers la gauche, vu qu'il n'y a qu'une seule lettre. Quand il y a 0 lettre, la chaîne vide, c'est aussi un palindrome. Hein. La chaîne vide, quand on la lit de la gauche vers la droite, ça fait rien, et de la droite vers la gauche, ça fait rien aussi. Donc c'est un palindrome. Donc l'idée, c'est de faire une fonction qui détermine si un mot est un palindrome ou pas. Et on va réfléchir un petit peu à cette fonction, mais bien sûr, vous avez l'habitude maintenant, avant la phase de réflexion, on se rassure en faisant une phase de spécification. Et en écrivant que la fonction est palindrome, elle va prendre une chaîne de caractères, hein, on va prendre la chaîne S qui est candidate à être un palindrome, et donc son type c'est str, et ce qu'elle va renvoyer, c'est un booléen, true si c'est un palindrome, false si c'est pas un palindrome. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide, hein, on avait dit, décider ça veut dire
dire oui dire true quand c'est vrai, dire false quand c'est faux, elle décide si S est un palindrome. Bon, on a fait la partie rassurante, passons à la partie algorithmique. Essayons de réfléchir comment on peut faire pour déterminer si un mot est un palindrome. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut dire que radar est un palindrome? Vous vous souvenez de ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai commencé par lire radar de la gauche vers la droite, R-A-D-A-R, puis ensuite, je l'ai lu de la droite vers la gauche, R-A-D-A-R, et après j'ai dit, ce sont les mêmes chaînes. Alors ça nous donne un premier algorithme pour le faire, qui consiste à écrire la chaîne qui correspond à la lecture de la droite vers la gauche du mot, et ensuite de regarder si elle est ou non égale à la chaîne initiale. Donc pour ça, on va construire une nouvelle chaîne qui va être la chaîne lue de la droite vers la gauche, et on va vérifier si cette chaîne est la chaîne initiale. Alors comment on construit une chaîne qui correspond à la chaîne initiale de la droite vers la gauche? On peut le faire, alors vous l'avez peut-être vu en cours, hein, c'est quelque chose que je donne en cours, et je pense que les autres chargés d'amphi aussi, la fonction inversion. On va construire l'inversion de S. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser une fonction annexe. On va prendre un miroir, et on va construire le miroir de S. Donc miroir, c'est une fonction qui prend une chaîne et qui la retourne, d'accord? On va mettre donne le miroir de S. Alors vous voyez que dans la question 2, il y a une fonction miroir, mais ça n'a rien à voir, et cette fonction, elle ne devrait pas vraiment s'appeler miroir. Et donc, pour ne pas la confondre, peut-être que je vais la mienne, je vais plutôt l'appeler l'inverse de S. Donne l'inversion de la chaîne S. C'est-à-dire S dans l'autre sens. Et ce que je vais lui donner, c'est que comment on fait pour récupérer une chaîne inverse? On construit une nouvelle chaîne, qu'on appelle R pour dire que c'est la chaîne résultat, et initialement cette chaîne est vide. Et ce qu'on va faire, c'est que, pour construire le miroir d'une chaîne, on a le mot bonjour, par exemple, pour construire son inversion, ou son miroir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une chaîne vide. On n'a pas le droit de modifier les chaînes, donc on peut juste en construire des nouvelles. Et on va parcourir la chaîne initiale. Et pour chaque caractère de la chaîne initiale, on va l'ajouter au début de notre chaîne accumulatrice. C'est la chaîne R. Au début, elle est vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre B devant. Donc ça va devenir B. Puis je vais mettre le O devant. Ça va devenir OB. Puis je vais mettre le N devant. Ça va devenir NOB. Puis je vais mettre le J devant. Ça va devenir JNOB. Etc. Donc à chaque fois... Donc en fait, je parcours la chaîne initiale. Et pour chaque caractère de la chaîne initiale, je l'ajoute devant de ma chaîne résultat. Ma chaîne R. Donc j'ai ma chaîne R qui est vide. Je vais parcourir ma chaîne initiale, j'appelle C le caractère avec lequel je parcours ma chaîne initiale, donc for C in S, et ce que je vais faire à chaque étape, c'est mettre dans la variable R l'ancienne valeur de R avec devant le caractère C. R égale C plus R, ça va concaténer le caractère C avec la chaîne R, et donc ça va donner la chaîne où le caractère C est mis devant la chaîne R. Et à la fin, je vais faire return R. Et je peux tester ma fonction annexe, avec un jeu de test. Alors je vais commenter celle-là pour pouvoir vérifier mes tests, et puis je la décommenterai quand j'en aurai besoin. Je vais vérifier que lorsque j'inverse la chaîne vide, je récupère bien la chaîne vide. Je vais vérifier que lorsque j'inverse une chaîne composée d'un seul caractère, alors je récupère bien la même chaîne, parce que quand on inverse quelque chose qui a un seul caractère, bah, c'est lui-même. Si j'inverse le mot A, B, B, A, je récupère le même mot, parce que c'est un palindrome. Et si j'inverse le mot bonjour, alors je récupère R-U-O, J-N-O-B. Et si j'inverse le nombre 145 804, si je l'inverse, je récupère le nombre
4, 0, 8, 5, 4, 1. On lance, et on voit que les tests sont passés avec succès. Donc ma fonction inverse, elle fait bien ce que je veux, elle prend une chaîne, elle me renvoie la chaîne, mais inversée. D'accord? Et c'est une fonction de cours. Hein. On considère que c'est une question de cours, la fonction inverse. Elle apparaît dans les transparents d'amphi, elle apparaît dans le livre. C'est normalement quelque chose que vous avez déjà vu. Maintenant que j'ai écrit ma fonction inverse, qui parcourt une chaîne et qui en construit une nouvelle correspondant à l'inverse de cette chaîne, je peux facilement écrire ma fonction palindrome. Puisqu'on a dit qu'un mot était un palindrome, s'il se lisait de la même manière de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. C'est-à-dire si c'est un palindrome, si ce mot est égal à son inverse, à son miroir. Encore que on ne va pas utiliser miroir ici parce que c'est utilisé dans un autre sens dans la question 2. Alors, je vais vérifier que ma fonction est palindrome, elle est correcte. Sur des exemples, alors, la chaîne vide doit être un palindrome. Une chaîne composée d'un seul caractère doit être un palindrome aussi. Le groupe de musique ABBA doit être un palindrome. Et la phrase élue par cette crapule doit être un palindrome aussi. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas un palindrome? Réfléchissons. Le mot... le groupe de musique ABBA, mais avec une seule majuscule, n'est pas un palindrome, puisque là, on a dit que une lettre majuscule et une lettre minuscule sont différentes, donc dans un sens et dans l'autre, ça donne pas la même chose. Voilà. Si je mets une phrase qui n'est pas une phrase palindrome comme élue par ce radar, par exemple, c'est pas un palindrome non plus. Et puis, il faudrait quelque chose d'un peu plus subtil, quelque chose qui commence et qui finit pareil, mais avec un problème au milieu. Par exemple, ce nombre-là n'est pas un nombre palindrome. Ici, on a bien... D'un côté, il se lit 1, 3, 8, 5, 4, blablabla, et de l'autre côté, 1, 3, 8, 4, 5, blablabla. Donc, c'est pas un palindrome non plus. Je vérifie, et ces 7 tests sont passés avec succès, donc j'induis que ma fonction est palindrome à l'air correct. C'est-à-dire, elle détecte bien les palindromes, et elle rejette bien les mots qui ne sont pas des palindromes. Bon, super, je suis content, mais je peux me poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas plus simple que de faire appel à cette fonction inverse, et est-ce que je ne pouvais pas faire autrement? Est-ce que je ne pouvais pas le faire d'un seul coup en regardant caractère par caractère? Alors, qu'est-ce qui ne me plaît pas dans cette fonction est palindrome? Ce qui ne me plaît pas dans cette fonction est palindrome, c'est lorsque c'est quelque chose qui apparaît particulièrement à la ligne 59. Lorsque je regarde, est-ce que élu par ce radar est un palindrome? Qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez en entrée, dans la case mémoire S, le paramètre élu par ce radar. Et vous vous posez la question, est-ce que élu par ce radar est un palindrome? Donc vous regardez le code de la fonction, vous allez regarder, est-ce que S, élu par ce radar, est égal à inverse de S? Et donc vous allez appeler la fonction inverse sur élue par ce radar. Donc vous allez calculer la fonction inverse, et la fonction inverse, qui est au-dessus, elle va donner l'inverse de élue par ce radar en bricolant pour chaque caractère de la chaîne élue par ce radar. Et donc vous allez fabriquer inverse de S, c'est-à-dire radar crapule. Et donc vous allez parcourir toute la chaîne ici pour en donner son inverse. Et ensuite, vous allez comparer, dans la fonction est palindrome, la chaîne et son inverse. Une comparaison entre chaînes, c'est pas quelque chose d'instantané. On regarde si les chaînes ont même longueur, et quand elles ont même longueur, on regarde est-ce que les premiers caractères sont égaux. Si c'est le cas, on passe au suivant. Si c'est pas le cas, on sait qu'elles ne sont pas égales. Et là, on va voir que le premier caractère de la chaîne S, élu par ce radar, n'est pas égal au premier caractère de la chaîne inverse de S, radar crapule. Donc, on va dire non. Le problème, c'est qu'on a fait plein d'étapes qui servaient à rien.
dans l'inverse de S, on a inversé entièrement notre chaîne S, alors que la première étape de inverse, lorsqu'on avait un R ici, on aurait pu voir que ce R n'est pas le même caractère que ce E. C'est-à-dire que le dernier caractère de la chaîne n'est pas égal au premier. Et là, vous voyez, comme un palindrome, c'est quelque chose qui se lit de la même manière de la gauche et de la droite, vous auriez pu dire que c'est aussi quelque chose dans lequel la première et la dernière lettre sont égales. Et si jamais j'arrive dans un mot où la première et la dernière lettre sont différentes, ça ne sert à rien de le retourner entièrement pour ensuite le comparer, puisque de toute façon, ce ne sera pas un palindrome. Donc, ça nous donne une idée pour un autre algorithme, qui serait de regarder, est-ce que la première lettre est égale à la dernière lettre? Si ce n'est pas le cas, on peut s'arrêter tout de suite. Pas besoin de parcourir toute la chaîne. Là, j'ai pris élu par ce radar, mais imaginez une chaîne de taille 100 000, un grand texte où je voudrais savoir s'il est palindromique. Ce grand texte, s'il ne commence pas par la même lettre que celle avec laquelle il termine, c'est sûr que ce n'est pas un palindrome. Donc ça ne sert à rien de retourner ce texte de taille 100 000 d'abord, puis ensuite de comparer, si jamais la première et la dernière lettre ne sont pas égales. Donc je vais faire ça, je vais comparer la première et la dernière lettre de ma chaîne, et puis si elles sont égales, je vais comparer la deuxième avec l'avant-dernière. L'idée c'est comment je vais procéder. On va dire, je vais parcourir dans un sens les lettres de ma chaîne, et dans l'autre sens, les lettres, mais en partant de la fin. Et donc l'idée c'est de dire, je vais faire un for C in S, et puis je vais comparer C avec le caractère qui est en face. Et là vous voyez le problème, c'est que quand vous faites for C in S, vous parcourez la séquence, la chaîne de caractères, par élément, par caractère, et donc vous ne savez pas où vous en êtes dans cette séquence. Dans le corps de mon itération, quand je fais for C in S, la seule chose que je sais, c'est que je suis dans ma séquence et que le caractère a comme valeur C. Mais je ne sais pas si je suis au début ou à la fin, je ne sais pas quel est l'indice de mon caractère. Alors comment on fait pour faire ça? Eh bien plutôt que de faire un parcours par élément, on fait un parcours par indice. Petit rappel de cours, lorsque vous avez une séquence, lorsque vous écrivez, alors je ne vais pas mettre le typage ici, mais lorsque vous écrivez for E in S, donc S est une séquence, si vous écrivez for E in S, alors vous parcourez votre séquence élément par élément, et vous accédez à l'élément par E, ça c'est un parcours par élément. Et lorsque vous écrivez for I in range de longueur de S, vous faites ce qu'on appelle un parcours par indice. C'est-à-dire qu'ici, vous n'êtes pas en train de parcourir votre séquence, vous êtes en train de parcourir un intervalle d'entiers, et vous êtes en train de parcourir l'intervalle des entiers allant de 0 jusqu'à longueur de S moins 1. C'est-à-dire que vous êtes en train de parcourir les indices des éléments de cette séquence. Le premier élément, l'indice 0, le deuxième, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, et le dernier élément à l'indice longueur de la séquence moins 1. Donc quand vous écrivez ça, vous faites un parcours par indice. Et si vous avez besoin de l'élément, vous pouvez écrire S crochet I pour récupérer l'élément d'indice I de S, c'est-à-dire l'élément de l'indice courant, et donc l'élément courant. Donc si vous avez quelque chose qui est écrit comme ça, vous pouvez toujours écrire ça à la place. Si vous avez un parcours par élément de votre séquence, vous pouvez faire un parcours par indice, et à chaque fois que vous avez besoin de votre élément, vous prenez l'élément de l'indice courant. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Entre autres, si vous avez besoin de vous servir de la place de l'élément dans la séquence, c'est-à-dire de son indice. Et ici, on a besoin de se servir de cette information, puisqu'on va comparer des éléments par rapport à des éléments qui sont à un autre endroit dans la séquence. Donc c'est important qu'on puisse se souvenir de leur place pour récupérer leur place miroir, si vous voulez, dans la séquence. Et donc, on va utiliser ce type de boucle, et on va parcourir non pas les éléments de la séquence, mais les indices des éléments de la séquence. Et donc à chaque fois, on va comparer l'élément d'indice SI à l'élément qui est en face, et l'élément qui est en face par rapport au milieu de la séquence, c'est l'élément S crochet longueur de S moins 1 moins I. Hein, pourquoi c'est vrai? Quand I vaut 0, vous avez l'élément d'indice 0 et l'élément d'indice longueur de S moins 1. Et l'élément d'indice longueur de S moins 1,
c'est le dernier élément. Quand i vaut 1, vous avez 1, vous avez longueur de s moins 2, c'est l'avant-dernier élément, etc., etc. Quand i vaut longueur de s moins 1, vous avez ici le dernier élément, et ici vous avez s de 0, le premier élément. Donc l'élément inverse, de position inverse dans la chaîne, vous l'obtenez avec longueur de s moins 1 moins i. Et puis si vous connaissez les indices inverses, vous savez qu'en Python seulement, chaque élément a deux indices, un indice positif qui va de 0 à longueur de s moins 1, et un indice négatif qui va de moins 1 à moins longueur de s. Vous pouvez remplacer cette chose-là par moins 1, moins i. L'élément d'indice moins 1, c'est le dernier. L'élément d'indice moins 1, c'est l'élément d'indice moins 2, c'est l'avant-dernier. Et l'élément d'indice moins 1, moins longueur de s, moins 1, c'est l'élément d'indice 0, et c'est le premier. Super, on va... pardon, c'est l'élément d'indice moins longueur de s, et c'est le premier. Et super, donc on va utiliser ça pour écrire une fonction qui parcourt les indices de la chaîne et qui regarde à chaque fois si l'élément d'indice i est égal à son élément d'indice miroir, c'est-à-dire l'élément d'indice moins 1 moins i. Et donc on va écrire décide si s est un palindrome. On va prendre un i qui va parcourir les indices. On va faire for i in range de longueur de s, c'est-à-dire l'intervalle des entiers de 0 jusque longueur de s, moins 1 inclus, donc longueur de s exclue. On va regarder, est-ce que s crochet i est différent de s crochet moins 1 moins i. Et là je vous ai dit, vous pouvez écrire longueur de s moins 1 moins i, c'est la même chose, c'est la définition des indices inverses, vous pouvez le voir dans le cours, transparent de cours de vos chargés d'amphi, cours en direct de vos chargés d'amphi, ou vidéos de cours qui sont disponibles sur Moodle. Donc si s de i est différent de s de moins 1 moins i, alors ça veut dire que j'ai un élément qui est différent de l'élément d'indice miroir. Donc ça veut dire par exemple que j'ai un élément d'indice 0 qui est différent du dernier, ou un élément d'indice 1 qui est différent de celui-là. C'est le cas dans l'exemple qu'on avait donné ici. C'est l'élément d'indice là, son miroir c'est celui-là, et vous voyez qu'ils sont différents, donc que la chose n'est pas un palindrome. Si j'en trouve un, alors je sais que ce n'est pas un palindrome, et je peux faire une sortie de fonction anticipée en envoyant fausse. Par contre, si j'ai parcouru tous les éléments, et qu'à chaque fois l'élément était égal à son indice miroir, alors c'est que le mot se lit de la même manière de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, et donc que c'est un palindrome. Et dans ce cas, je peux retourner true. Alors, regardons ce qui se passe si on applique ce nouveau schéma à nos tests, et on espère que ça va donner la même chose, et c'est bien le cas. On a bien écrit une nouvelle définition de et palindrome qui est plus efficace que celle-là parce qu'elle s'arrête en faisant une sortie de fonction anticipée dès qu'elle trouve un élément qui est différent de l'élément d'indice miroir, c'est-à-dire l'indice qui est en symétrie par rapport au milieu de la chaîne. Bon, c'est bien, et puis si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, on se rend compte qu'on fait trop de tests. Quand on a un palindrome, on va tester lui avec lui, est-ce que lui est égal à lui? Bon, si c'est le cas, on passe au suivant, est-ce que lui est égal à lui? Si c'est le cas, on passe au suivant, est-ce que lui est égal à lui? Si c'est le cas, on passe au suivant, est-ce que lui est égal à lui? Mais si c'est celui du milieu, il est toujours égal à lui-même. Puis après, on passe au suivant, est-ce que lui est égal à lui? Mais on l'a déjà fait, quand on a fait est-ce que lui est égal à lui. Puis quand on fait lui égal à lui, l'avant-dernier est égal au deuxième, on l'a déjà fait quand on a fait le deuxième égal à l'avant-dernier. Puis quand on fait le dernier égal au premier, on l'a déjà fait quand on a fait le premier égal au dernier. Donc en fait, on pourrait s'arrêter ici. Si juste avant la moitié du mot, tous les nombres sont égaux tous les mots sont égaux à tous ceux qui sont là, alors tous les lettres les caractères sont égaux à ceux qui sont là, alors c'est bon, le mot est un palindrome, il n'y a pas besoin de tester plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moitié de longueur de S sur 2, plus 1. Normalement ça marche. Non. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? On égale la moitié de longueur de S sur 2, et ça suffit. Donc longueur de S sur 2, si le... Qu'est-ce qui se passe si jamais on a une chaîne paire? Par exemple, si on a une chaîne 4,
longueur de S c'est 4, divisé par 2 c'est 2, l'élément d'indice 2 c'est bien celui-là, donc on s'arrête juste avant. Si jamais on a quelque chose qui est impair, par exemple c'est 5, l'élément divisé par 2 c'est 2, 2 c'est le troisième, on s'arrête là, c'est bon. Donc on a un petit vérification rapide, parce que c'est là où on se trompe souvent, hein, c'est sur ces bornes-là. Est-ce qu'il y a un plus 1, est-ce qu'il y a un moins 1, etc. Et là on voit avec des exemples qu'il faut bien s'arrêter à faire l'intervalle qui va jusqu'à longueur de S sur 2 exclu, et donc qui va jusque longueur de S sur 2 moins 1 inclus. Là c'est l'élément d'indice longueur de S sur 2 moins 1 dans le cas impair, c'est l'élément d'indice longueur de S sur 2 moins 1 dans le cas pair. Donc c'est bon, et on est assez fiers de nous parce que on a une fonction et palindrome efficace qui s'arrête dès qu'elle sait que le mot n'est plus un palindrome, et qui en plus ne fait pas de test inutile en testant 2 fois la même chose. Donc on est content. On passe à la question 2, qui est une question un petit peu bizarre, qui est une fonction miroir qui crée automatiquement des palindromes. Et l'idée, c'est on prend une chaîne de caractères, on la retourne et on la concatène. Donc def de miroir, c'est quelque chose qui prend une chaîne de caractères S et qui renvoie une chaîne de caractères obtenue en concaténant S avec elle-même mis bout à bout. Et on peut vérifier qu'à chaque fois, on récupère un palindrome, puisque forcément, cette chaîne va se lire dans le même sens de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, vu que ce qu'il y a au début, c'est ce qu'il y a à la fin, mais dans l'autre sens. Hein. Donc l'idée, c'est que si jamais on prend bonjour, alors ça va nous donner B-O-N-J-O-U-R-R-U-O-J-N-O-B. Et ce mot-là, c'est un palindrome, parce qu'on l'a construit artificiellement pour que ce soit le cas. D'accord? Il va se lire de la même manière de la gauche vers la droite, puisque ce qui est à droite, c'est ce qui est à gauche, mais dans l'autre sens. Donc on a créé un palindrome très bien. Alors je vais écrire retourne le miroir, parce que ça fait une blague avec retourner et miroir. Et puis comment je vais faire? Alors j'ai déjà une fonction inverse dont je me suis servi ici. Et donc je peux écrire directement return S concaténé à inverse de S. Je peux le tester. Assert miroir de ABC égale ABCCBA. Assert miroir de la chaîne vide, c'est égal à la chaîne vide. Et un dernier test. Assert miroir de élu par ce radar est égal à élu par ce radar et crapule. Est-ce que je me suis trompé? Non, apparemment c'est bon. Donc on est content, on a la fonction miroir, et puis on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si jamais on avait écrit directement cette fonction-là, donc on n'avait pas la fonction miroir? Comment on peut l'écrire sans utiliser... On n'avait pas, pardon, la fonction inverse. Comment on peut l'écrire sans la fonction inverse? Donc on va écrire une fonction miroir 2 qui fait la même chose, mais cette fois-ci, on va prendre une chaîne de caractères R qui va initialement valoir la chaîne S. Ensuite, on va parcourir tous les caractères de S et on va les ajouter à l'accumulateur R. Donc l'idée, c'est qu'on va faire la même chose que inverse, sauf qu'au lieu de mettre la chaîne vide dans R, on met S dans R. Donc on démarre pas au vide, on démarre à R, et donc on démarre à ABC ici, puis ensuite on va rajouter C à ABC, puis B à ABC, puis A à ABC. Sauf qu'on les ajoute... Attendez, non, c'est pas vrai ce que je dis. Non, c'est plutôt pas vrai. Non, effectivement, si on veut le faire directement, ça va pas marcher de faire ça, puisqu'il faut retourner la chaîne S, et donc il faut vraiment écrire forcer in S. On va rajouter AR C au début, et puis à la fin, on va renvoyer d'abord la chaîne S, puis ensuite la chaîne R. Et là, ça va marcher. D'accord? Donc en fait, R, on met le vide dedans, on retourne S dans R,
et ensuite on écrit que le résultat c'est S plus R. D'accord? C'est la même chose qu'ici, mais sans utiliser une fonction inverse externe qui existe déjà. Et voilà. Et ça conclut l'exercice 5.3. Merci.